Bonsoir à tous, bienvenue dans notre e-dégustation de ce soir. Nous sommes très très heureuses de vous accueillir. Donc, je suis Angélique Delandzin, cofondatrice d'Ideal Wine, et je suis accompagnée ce soir de Laure Bouzereau qui organise avec nous les e-dégustations avec beaucoup de soin. Bonsoir à tous. Et Manon qui s'est occupée de la technique et qui va nous suivre pendant toute cette dégustation. Certains d'entre vous sont des fidèles, hein, vous connaissez déjà le principe et je vous remercie de votre fidélité et de votre intérêt pour ces dégustations que nous avons mises en place pendant les périodes de confinement. Ça a été notre moyen de maintenir le lien avec les amateurs et aussi de vous emmener voyager, ce qui va être le cas ce soir avec Jean-Marc Russaut, puisque nous allons nous téléporter dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la très belle appellation de Jurançon. Pour vous donner quelques petites indications, là, vous avez donc reçu vos coffrets de Vinote. Selon les recommandations, vous ne les avez normalement sortis qu'il y a quelques minutes. Et si vous avez bien 3 verres, vous allez pouvoir les aérer. Jean-Marc Russaut nous disait il y a quelques instants que l'oxygène était son ami. Donc, n'hésitez pas à les aérer. Pour la petite histoire, nous avons failli être en retard parce que nous étions en train de regoûter les vins et de vérifier que tout était bon. Et tout était tellement bon d'ailleurs qu'on avait du mal à s'arracher de notre dégustation. Donc voilà, on va pouvoir vous présenter maintenant Jean-Marc Grussaut. Jean-Marc, est-ce que vous pouvez ouvrir votre vidéo pour que tout le monde puisse vous voir? Voilà. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, bienvenue. Donc, Jean-Marc Grussaut est le domaine Camine Laredia, qui est un domaine qui a été porté au nu par la Revue du Vin de France. Moi, je vous ai rencontré, Jean-Marc, dans l'un des derniers salons organisés par la Revue du Vin de France à Paris. Et toute l'équipe me disait, tu dois absolument aller découvrir ce domaine et goûter sur le stand de Jean-Marc Grussaut. Donc, ça a été une très belle découverte. Vous avez fait des choix importants au sein de l'appellation. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes aujourd'hui en biodynamie. Vous êtes vraiment une des étoiles de cette région. Donc, on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir dialoguer avec vous ce soir et goûter vos vins. Pour ce qui est de la dégustation, donc on est bien d'accord qu'on va servir les vins tout de suite, même si on va commencer par une petite présentation du domaine. Et puis ensuite, alors essayez de vous retenir, c'est pas facile. Hein, quelques minutes seulement. Voilà, mais ça donnera le temps au vin de s'ouvrir et ce sera formidable. Alors, on part donc dans cette appellation de Jurançon, qui est une appellation très, très ancienne. Hein. La vigne est séculaire là-bas. Jean-Marc, vous allez nous raconter ça. Et Jean-Marc, si j'ai bien lu sur vous, vous étiez peut-être vous êtes toujours un passionné de rugby, mais vous avez un petit peu dû raccrocher pour vous lancer dans la vigne. Vous nous racontez ça en quelques mots avant qu'on démarre? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci. Je suis très, très touché de cette fenêtre ouverte sur notre Béarn, ce petit bout de province au pied des Pyrénées qui est bien particulier, à forte identité. Et parmi les valeurs identitaires de ce petit coin, il y a évidemment le rugby, donc on est tous plus ou moins concernés. Il y a beaucoup plus de licenciés de foot dans le Béarn, mais on n'en parle jamais en fait, quoi. On parle que de rugby, quoi. Donc la vie est ainsi faite, quoi. Et voilà, donc merci. Et puis bon, la forte identité, je vais vous expliquer pourquoi aussi, climatique, relief, latitude aussi, puisque pour frapper les esprits, j'ai l'habitude de les provoquer aussi un tout petit peu. J'ai l'habitude de dire que là où je me tiens maintenant, Marseille est au nord, quoi. Donc c'est vrai que quand on regarde en termes de latitude, pas de beaucoup, je vous l'accorde, mais Marseille est au nord. Donc tout ça pour vous dire que le Béarn, avec son humidité, sa façade atlantique, la tempérance du climat est vraiment, vraiment particulier. J'y associe aussi mes amis d'Irouléguy au Pays Basque, puisqu'on est à peu près sur le même profil climatique. Ah ben voilà, la carte est bienvenue, puisqu'on voit bien que voilà, notre situation adossée aux Pyrénées
L'océan est à 100 km. Il a pour nous cette proximité a pour nous des conséquences fondamentales. La proximité de la montagne, elles ne sont pas tout à fait figurées là, mais imaginez-vous qu'elle démarre à quelques centaines de mètres du sud de l'appellation Jurançon. Quand je dis la montagne, c'est la montagne, avec au-delà de 1500 mètres d'altitude et jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc là-dedans, on a une viticulture plutôt de bocage. Le domaine Camille Arédia, c'est un domaine, la terre est familiale, l'histoire du vignoble local est faite d'allées, de retour, de va et de vient, de grandeur et puis d'un peu plus de discrétion. Grandeur et opulence au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, avec une viticulture plutôt alimentaire, des vins de soif qui étaient exportés par le port de Bayonne. On voit sur la carte le port de Bayonne qui est relié à l'intérieur des terres par le Gave. Le Gave, c'est des rivières un petit peu énervées là, qui descendent des Pyrénées. Et puis cette viticulture avait pris soin aussi de sélectionner à sa marge des cépages que l'on dit qualifie aujourd'hui d'extrêmement identitaires, mais qu'on comprend que l'intelligence collective a façonné et nous a légué là pour faire le travail d'identité et de qualité que l'on peut faire maintenant. Donc cette petite frange de travail ancestral nous a été léguée, a réussi à traverser le XXe siècle avec KNK, parce que le vignoble de Jurançon était tombé vraiment en désuétude suite au phylloxéra, puis à la chute des marchés de vins de soif là, du milieu du XXe siècle. Et puis il renaît tel un phénix par la génération de nos parents, qui pour eux c'était un risque et c'était une aventure et c'était un pari que de revivre de la viticulture. Donc ils l'ont fait modestement, et puis ma propre génération donc qui agit maintenant depuis 30 ans quoi, maintenant on a pu travailler avec une feuille blanche, et puis on s'en donne à cœur joie aussi. Moi je ne suis pas tout seul, je suis pas tout seul à travailler là-dessus. J'ai des amis, des très très bons amis, un réseau de circulation de l'information qui est très très riche ici, beaucoup de solidarité. Et donc on se nourrit les uns les autres, et puis avec une certaine liberté, celle que j'ai eu la chance d'exercer sur mes choix, et avec évidemment des avis d'amis vignerons qui m'ont permis justement d'explorer des voies, notamment en blanc sec. En blanc moelleux maintenant, oui, parce que la viticulture, même si on se rapproche des valeurs d'authenticité, de vérité des sols, des terroirs, et des valeurs d'identité, elle est toujours dynamique. Alors évidemment, à mon âge, on a vu pas mal de choses, et que les choix sont confortés, sont scellés maintenant, même s'ils sont, ils sont toujours putrescibles, je veux dire, mais voilà. Donc il y a des convictions aujourd'hui que je peux affirmer que je n'avais pas avant, et qui font que les vins sont ce qu'ils sont, et que l'identité de ce vignoble-là, moi j'y crois. J'y crois à fond, ça va forcément pas assez vite pour moi dans l'inertie et dans la gestion du territoire, mais je m'y emploie aussi, quoi, en fait. Et puis surtout par l'exemple, quoi. Donc j'applique chez moi ce que j'aimerais voir évoluer, avancer, surtout à l'échelle de l'appellation, quoi. Surtout, quoi. Justement, à l'échelle de l'appellation, c'est une appellation qui est réputée pour ses vins moelleux, Ouais. historiquement. Hein, c'était le vin que Colette, je crois, aimait particulièrement les vins moelleux. Et l'appellation produit toujours, si je ne me trompe pas, 70% de moelleux et 30% de sec. L'appellation d'ailleurs de Jurançon sec étant beaucoup plus récente en termes sur le plan administratif. Vous-même, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de vos cuvées, quelle est votre proportion? Parce que ce soir, on goûte 2 secs et 1 moelleux. Est-ce que c'est le reflet de ce que vous produisez? Parce que c'est plutôt l'inverse de ce que l'appellation elle-même produit. C'est l'exacte proportion de ce que je produis, quoi. En fait, c'est vrai que la réputation de Jurançon se fait sur les moelleux, les volumes aussi, c'est deux choses différentes. Et la réputation, c'est parce qu'on en est riche et sucré, historiquement. Henri IV était toujours notre meilleur VRP. Enfin, Colette aussi en fait partie, avec un peu plus d'élégance et de classe, c'est vrai. Mais la réputation s'est faite sur les raisins riches de petits mancins qui forcément laissaient des sucres résiduels, donc associés à Jurançon des vins moelleux. Mais il y a toujours eu des vins secs, voire demi-secs en fonction du profil de l'année historiquement. Et si aujourd'hui Jurançon fait plus de moelleux que de secs, c'est parce qu'il se retrouve dans un créneau avec la quadrature du cercle que nous offre le petit mancin, volume
sucre résiduel et acidité, sur une notion de vin sucré, croquant, fruité, quoi. Donc il y a pas mal de volumes qui se sont faits là-dessus. Alors chez moi, pourquoi il y a 2 tiers de blanc sec, 1 tiers de moelleux? C'est parce que je me suis lancé à corps perdu il y a une vingtaine d'années, jaloux, je vous fais, puisqu'on est entre nous là, une confidence, jaloux des équilibres, des complexités qu'ont commencé à nous offrir nos amis de la Loire, là, d'Angers, de Savenière, de nos copains à Chidène, et ainsi de suite, de l'autre côté de la Loire, à Montlouis. Et je me disais qu'ici, avec le matériel identitaire, alors non pas avec un cépage unique, mais avec des cépages récupérés un petit peu dans l'oubli, là, que sont le camaralais, le courbu, le lausé, on pouvait confectionner des équilibres qui pouvaient se rapprocher de cet idéal d'équilibre, de complexité et puis d'identité. Je veux dire dans l'idée, dans le fond, hein, pas dans la copie, qui me fascinait dans la Loire, quoi. Et donc, et justement, pardon, je vous interromps, Jean-Marc, parce qu'on a eu une dégustation de vin d'Anjou il n'y a pas très longtemps. Et en termes de sol, on parle des poudingues. Est-ce que parce qu'on en avait parlé aussi en Anjou, est-ce qu'il y a cette proximité sur le plan géologique? Est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on pourrait trouver des points communs entre… Ouais, alors je suis pas vraiment spécialiste, après, parce que je suis spécialiste du Béarn, mais pas plus, quoi. Donc, mais non, après j'imagine, Non, mais je me demandais si à la lumière de ce que vous me l'association, vous dites. l'aviez fait avec ça. C'est ça, c'est plus ça, parce que je pensais que l'association d'idées s'était faite parce que vous aviez vu qu'il y avait cette proximité géologique, et puis aussi ce côté, puisqu'en Anjou, on a fait beaucoup effectivement de liquoreux, de moelleux, et on est en train de partir dans de magnifiques blancs secs aussi. Voilà, je trouve qu'il y a une évolution qui est assez comparable. Oui, tout à fait. Alors, l'Angevin est sûrement issu d'un vieux massif montagnard, parce que le Pouding est issu forcément, quoi qu'il arrive, des ravinements par les moraines, par les glaciers d'un massif montagnard. Voilà, la définition du Pouding, c'est ça. Et donc, on se retrouve avec un mélange de cailloux arrachés à la montagne, qu'on appelle galets morainiques d'ailleurs, et d'argile et de limon, quoi. Alors, donc, la couche terroir de 80% du Jurançon est fait sur le Pouding des Pyrénées, mais les Pyrénées sont un massif jeune, quoi. Enfin, ça a commencé il y a 40 millions d'années. Ça s'est terminé il y a quelques centaines de milliers d'années, quoi. Enfin, c'est jamais fini d'ailleurs, quoi, puisqu'elles grandissent encore. Mais c'est un massif jeune, quoi. Donc notre Pouding à nous est plutôt jeune. Donc peut-être que dans la Loire, cette association se fait sur des choses peut-être plus anciennes. Moi, j'avais l'association d'idées qui est plutôt sur le grès, je crois, de l'Anjou, et sur les tuffeaux de Montlouis, un petit peu plus loin, quoi. D'accord. Voilà, aussi sur le chenin, quoi. Mais c'est vrai que la palette des vins, on pouvait historiquement s'en rapprocher. Les bulles en moins, ça, Jurançon, hein, même s'il y a quelques tentatives sympas, mais les bulles en moins, quoi, en fait. Ouais. Et donc, aujourd'hui, vous avez combien d'hectares au domaine? 10 hectares sur le Pouding, historiquement sur Camille Arédia, Jurançon, et 1,5 hectare sur un calcaire un tout petit peu plus ancien, au sud, sur une ligne de fracture entre le massif montagneux, à la Seube, quoi, en fait, et au sud de l'appellation, donc un petit peu plus frais. C'est un projet récent. Côte Blanche, hein, oui, la Côte Blanche, ouais. Un projet qui est trop récent pour que je puisse vous proposer des bouteilles à déguster maintenant, puisqu'elles sont encore dans leur lange, on va dire, et que c'est des vins à évolution lente qui seront très, très, très intéressants de goûter dans 5 ou 10 ans, quoi, en fait. Mais avec un profil différent, quoi. Bon, enfin, je ne vais pas vous en parler plus, puisqu'on ne peut pas l'écouter. Donc, on parlera du Pouding, des Poudings de Jurançon, quoi. Enfin, mais ces parcelles, ces 10 hectares, sont pas d'un seul tenant. Vous avez, enfin, en dehors de la Côte Blanche, c'est réparti. Vous avez différentes… voilà. Non, les 10 hectares de Camille Arédia, historiquement, sont d'un seul tenant. Les fermes ne se sont pas morcelées dans la transmission. Les choses sont ainsi faites ici que les maisons se sont imposées aux successions, quoi. Donc, jusqu'à un passé récent, les maisons, je veux dire, les fermes, étaient transmises d'un seul tenant à celui qui restait à la ferme. Les choses étaient ainsi faites, et puis les cadets partaient, ou pas les cadets, c'est celui qui avait choisi de rester à la terre. C'était un choix plutôt libre ici, plutôt qu'imposé. Mais celui qui restait à la terre recevait la maison unifiée, ce qui fait que les terroirs sont homogènes, quoi, en fait. Et si on peut avoir un petit effet de mosaïque maintenant, il est très, très récent, quoi. Très, très récent. Donc, vous avez agrandi le domaine, vous, parce que au moment où vous avez repris, il était plus petit, non? Ouais, en fait, j'ai repris d'une manière un petit peu forcée.
je suis l'exemple même de la résilience dans ce métier, quoi. Et, parce que mon père décède, j'ai 15 ans. Et donc, par contre, là, la sociologie rurale veut que l'aîné des garçons, eh bien, voilà, ils se mettent au service du bien commun de la famille et ils reprennent la ferme. C'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai fait de bon gré parce que j'étais pétri, imprégné et puis parfaitement consentant de cette et accepté de cette sociologie rurale acceptée, je veux dire. Et donc jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait une viticulture très conventionnelle. J'ai démarré avec 3 hectares avec ma mère. On a replanté petit à petit, petit à petit, petit à petit. À la trentaine, en fait, soit je continuais ce métier sur cette lancée-là et j'allais profondément m'ennuyer toute ma vie et macérer des frustrations. Soit j'arrêtais, soit je passais en bio. Moi, j'ai choisi la troisième voie et ça m'a ouvert des champs de progrès sur la qualité des vins, des champs de bien-être aussi par rapport à notre propre santé. Et puis, je commençais à employer des gages que je ne voulais pas envoyer Il y a beaucoup de travail manuel sur les feuilles. On pourra y revenir plus tard, mais c'est la saison Oui, la plus justement, chargée. on vous interrompt, pardon, Jean-Marc, on est un peu obligé de rythmer un petit peu la dégustation. On va peut-être attaquer. Au premier vin, oui, voilà. effectivement. Oui, bien sûr, voilà. Tout à fait. Mais vous allez nous parler de du bio et de la biodynamie, bien sûr, hein, mais voilà, on vous invite tous à débuter donc avec cette cuvée, la part d'avant 2019. On goûte des vins très jeunes. Justement, on va en parler aussi un petit peu de l'apogée de ces vins et de ce que vous nous conseillez. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette cuvée? Oui, bien sûr. Déjà, les cépages. Alors, les cépages, c'est la dégustation. Alors, blanc sec, la part d'avant de 2019, c'est la cuvée socle du domaine. Un vin qui est plutôt travaillé pour la garde. Alors, c'est le paradoxe de mes vins, en sachant que comme j'ai peu de stock et que j'ai des petites productions, des petits rendements, il me faudrait une deuxième carrière pour arriver à offrir des vins matures de 5, de 10 ans à la dégustation comme celle-ci. Ma plus grande frustration actuelle, c'est celle-là. Elle est sur le fait que je ne peux promettre que je ne peux confier que des promesses à mes amateurs de vin. Charge à eux de les transformer en vin un peu plus mature. C'est du Petit Man 5, dont cépage emblématique de Jurançon, qui fait la dorsale de ce vin. Petit Man 5 amène le volume, l'acidité, et quand il est tout seul, un peu trop d'alcool et parfois un petit peu trop d'acidité. C'est pour ça que dans un vin comme celui-là, ou dans mes blancs secs, il ne dépasse jamais une proportion comme 40-50%, quoi, en fait. Il est associé à du Gros Man 5, c'est le petit cousin, on ne va pas dire petit frère, mais petit cousin, des cépages à petits grains, peau épaisse, même si ça s'appelle Gros Man 5, c'est toujours des petits grains, peau épaisse. Nos collègues vignerons, quand ils viennent voir nos vignes en maturité, donc en octobre, nous disent mais qu'est-ce qui arrive à tes raisins, ils sont malades, ainsi de suite. Ben non, c'est leur taille originale, c'est des tout petits grains. L'intelligence collective nous a légué des cépages qui résistent à la pourriture. C'est pour ça que dans un climat aussi humide que le nôtre, 1200 mm, c'est un endroit improbable pour la vigne, tellement il pleut, il fait humide ici à Jurançon. De l'intelligence collective nous a légué ces cépages aptes, résistants, résilients par rapport à ces particularités climatiques. Et donc, c'est des petits grains peau épaisse avec des grappes très lâches, quoi. Et donc riches en sucre, riches en acidité. On les équilibre sur des vins comme la part d'Abande avec du Gros Man 5, donc un peu plus d'un tiers, presque 50%. Et puis surtout du courbu qui est un peu moins riche en sucre, un peu moins d'acidité, et nous permet de très naturellement, le plus naturellement du monde et le plus simplement du monde, d'accorder volume, acidité, pas trop d'alcool, même si c'est des vins qui sont quand même chargés de 14% en permanence, quoi, en fait. Mais c'est le prix de la maturité physiologique, c'est le prix de la maturité des tanins, le prix de la maturité des pépins, le prix de la maturité des peaux, et j'y tiens vraiment, quoi. Donc c'est un vin qui a été élevé aussi une petite année en barrique et foudre. Je conjugue les deux modes d'élevage, que du bois, mais je veux surtout pas que le bois se regarde dans ce vin, se lise dans ce vin, puisque pour moi, c'est un élément d'oxygénation et c'est sûrement pas un élément d'engraissement, hein, puisque dans ma première partie de carrière, j'ai pu tout essayer, j'ai pu engraisser mes vins avec des tanins de bois neuf, puisque c'était à l'époque un facteur de progrès même, je pourrais dire, mais bon, voilà, c'est un progrès qui a été maîtrisé, mesuré et détourné pour pouvoir le mettre au service de la vérité du vin, quoi. Voilà.
Alors, il y a une petite question qui est arrivée, on a évoqué les poudingues avant, une petite question de Pascal. Avez-vous des cèpes francs de pied? Parce que vous avez vécu le phylloxéra à Ouais, Jurançon. ouais. Qu'est-ce qu'il en est resté? À ma connaissance, contrairement à Madiran et mon amie Christine Dupuis du domaine de la Branche Lafond, qui a toujours 50 arts de vignes préphyloxéréires, à ma connaissance, à Jurançon, il n'y a pas eu de subsistance, il n'y a pas de sable à Jurançon. Donc, il n'y a pas eu je ne connais pas de vignes franches de pied. Je ne connais pas de vignes franches de pied, à part des hybrides oubliés des années 30 ou 40, mais ça n'a rien à voir avec ce contexte-là. Mais des vignes séculaires à franches de pied, ou voire des vignerons qui ont retenté. Je pense qu'on va sûrement s'amuser à retenter l'aventure du franc de pied assez rapidement. Quand je dis on, c'est d'autres, des amis, et peut-être moi-même, si on est assez courageux, mais il faudra s'attendre à ce que, malgré toute la douceur, malgré ce qu'on sait maintenant en termes de culture, notamment en biodynamie, où on pourra peut-être reculer l'échéance de quelques années, mais on pourra s'amuser une décennie, mais sûrement pas plus, quoi, en fait. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas, parce que il n'y en a pas. Jurançon, c'est des argiles, quoi, et donc ça, enfin, des argiles, et quoi qu'il arrive, il y a de l'argile dans les poudingues, dans le calcaire ou dans les galets de Monin, il y a de l'argile, et puis ça permet une bonne circulation, malheureusement, de l'insecte, contrairement au sable, et donc de ce point de vue-là, on n'a pas eu cet héritage-là, quoi, en fait. Donc, voilà. Et alors, autre question de Sophie, parce que vous avez évoqué l'élevage, mais au niveau des fermentations, vous utilisez quel contenant pour… Ah non, c'est des levures indigènes. Ça fait une dizaine d'années là, que j'ai pu acheter un paquet de levures. Je ne suis pas dogmatique pour dessous, quoi que ce soit dans la vie d'ailleurs. Mais il se trouve qu'avec des pratiques en bio depuis 20 ans, en biodynamie très très vite dans la foulée, avec des préparats, il se trouve que j'ai pu observer dans ma cave une mutation de mon matériel bio, de mon biotope, de mon matériel levure, et maintenant bactéries malolactiques, mon corps défendant. Il se trouve que je fais des malos spontanés sans m'en apercevoir maintenant. Et bien, le processus est extrêmement simplifié. Alors, je maîtrise la multiplication de mes levains, de mes levures indigènes. Je me la maîtrise très très bien, de manière très très simple. Mes levains sont purs maintenant, je n'en élimine plus. J'ai pu en éliminer au départ pour des histoires d'acétadéthyle, vous savez, le côté colle scotch un petit peu. Là. Maintenant, ça fait quelques années, c'est un constat. C'est un constat. Les choses sont nettement plus simples. J'ai l'habitude de dire que c'est comme les emprunts bancaires. Quand on est jeune, tout est compliqué. De faire fermenter un vin, parce que l'environnement biologique du chai n'est peut-être pas encore bien suffisamment installé. Comme emprunter de l'argent aussi, il faut cautionner. L'environnement n'est la pas maison, ainsi de suite. Et puis, quand on est plus vieux, ça fermente tout seul et on emprunte beaucoup plus facilement. C'est le cas ces temps-ci. Attention Jean-Marc, nous avons une banquière ici. Ouais, c'est tellement injuste la vie. Dans la dégustation, formidable amatrice de vin. Alors la question, en fait, donc c'est très intéressant sur les levures, mais la question c'était de savoir aussi dans quel contenant la fermentation se passait. Est-ce que c'est sous bois, ou est-ce que vous faites ça dans quel… Ouais, tout ce qui se passe autour de la vie de mon jus de raisin, ça veut dire fermentation et élevage, se passe dans le bois, quoi. Enfin, c'est une règle très très simple. Alors je suis passé par la terre cuite, bien sûr, il y a quelques années que je n'ai pas retenu pour mes élevages de vin classiques, je veux dire, pour du vin orange, oui, mais pas pour les élevages de vin classiques, ça oxygène beaucoup, la terre cuite. Donc il faut vraiment, ça va vers des profils un peu plus évolués que je n'ai pas retenu dans ma gamme, quoi. Hors le vin orange, bien sûr. Et alors, il y a un petit peu de grès là qui me donne d'énormes satisfactions. Le grès, donc, c'est aussi une céramique qui a à peu près la vitesse d'oxygénation de mes foudres de 25 hectos, quoi. Et donc, j'ai retenu du grès pour notamment élever ma cuvée Côte Blanche, là, qui est un peu plus incisive, un peu plus sur le côté un peu chablisien, vous voyez, et moins sudiste là, des autres vins. Et donc, j'ai retenu le grès. Autrement, mes 80 enfin, j'ai deux caves. J'ai une cave inox pour mes vendanges, pour faire mes assemblages et pour mettre en bouteille à la fin. Mais tout ce qui se passe, fermentation, élevage, tout se passe dans un chai, barrique et foudre. Moitié en foudre 12-25 hectos et moitié en barrique bordelaise pour des évolutions un tout petit peu plus rapides, notamment en pardabane. La moitié de pardabane est fait en barrique bordelaise. D'accord. Alors, on va passer à la dégustation. Nous vous invitons tous dans la discussion à ne pas hésiter à écrire tout ce que vous trouvez dans ce vin. On va vous dire aussi ce que nous, on a trouvé. Ce qu'on a trouvé et ce qu'on trouve toujours. Je trouve qu'il y a une jolie robe jaune paille, très lumineuse, très brillante.
On a pu voir d'ailleurs une évolution dans la densité Effectivement. de cet or jaune qui est de plus en plus Oui, intense. si vous regardez vos Ouais. 3 verres, c'est une belle, il y a une belle nuance, des belles nuances. Au nez, je trouve qu'il y a quelque chose de très végétal, une belle amertume. Un côté exotique aussi. Moi, je trouve de l'ananas, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez vraiment pas. Agrumes aussi. C'est assez frais, c'est intense. C'est un vin qui est... Si je peux me permettre, là, ce que vous dites là, agrumes, ananas, c'est des marqueurs identitaires des Manseng dans leur jeunesse et dans leur première année. Mes vins sont sur encore la lancée là, de l'aromatique du fruit des Manseng. Ce que vous avez dit là, agrumes, ananas, on est complètement dedans, quoi, en fait. Après, mais alors, ça veut dire que aussi, ouais. Après ces arômes-là vont s'estomper au profit d'autres. Ouais, et justement, avec le deuxième blanc sec, bon, c'est notre terroir, notre cuvée, mais avec un an de plus, vous allez regarder la direction que ça prend, quoi. C'est vraiment, en termes pédagogiques, on est vraiment sur un vecteur, là, on pourra regarder ce vecteur, cette ligne tracée entre les deux vins, et puis et préfigurer la direction que ça prend, quoi. D'accord. Et il y a beaucoup de fraîcheur avec ce côté résineux, effectivement, qui transparaît très légèrement, très délicatement. Oui, exactement. C'est vrai qu'en bouche, il est assez ample. Il y a une belle énergie aussi. Et la longueur est assez incroyable. Moi, je trouve qu'on le garde vraiment avec nous pendant un petit moment en bouche, une fois qu'on a avalé ou craché. Ça dépend de la politique. Une belle persistance. Écoutez, je crois qu'il se goûte bien, là. Je me surprends moi-même. Très, très bien. Non, ici, il y a une bouche assez ample. Il y a tous les éléments de la constitution de ce vin, le volume, l'acidité, quelques amers aussi. Je vais peut-être faire un petit écart sur les amers. J'ai 2-3 trucs à dire là-dessus, notamment en liaison avec la couleur. Et on retrouve le fruit frais, là. C'est le début de l'orange confite, quoi. Mais c'est des Manseng qui sont plutôt mûrs, qui ne sont pas du tout surmûris. Et donc, on est vraiment là-dessus. Et c'est ce registre-là qui partira vers des choses. Je ne vais pas faire regarder, on le verra tout à l'heure. Je le conclurai tout à l'heure. Alors, pour revenir sur la couleur, vous l'avez relevé, sur les amers là, que je viens de rajouter, puisqu'on est entre nous, ce vin-là, il y a une petite partie du vin qui est, l'immense majorité est telle que toutes mes vinifs pressées directement. Je prends ma grappe, je l'amène intacte dans mon pressoir et je la presse tout doucement, quasiment toute la nuit, avec un tout petit filet de jus qui percole dans les rafles mûres, je veux dire, les pots, et puis qui tombe sous le pressoir. Il n'y a pas de soufre dans les vins jusqu'à la mise en bouteille, je veux dire. Donc, c'est des jus qui ont une relation constante avec l'oxygène ou pas. Enfin, je leur en confie une partie, et puis après, je leur en prive en inertant mes récipients, et ainsi de suite. Et puis, ils se protègent tout seuls après, une fois la fermentation faite, et un nouillage permanent. Mais il y a une autre partie, il y a 10%, 15%, 20% en fonction du millésime de cette cuvée-là qui est vinifiée avec les pots de raisin. Donc, elle prend un autre chemin. Il y a 15-20% pour 2019, un millésime un peu solaire. C'est pour retendre un petit peu le millésime et pour le rendre conforme à l'idée que je m'en fais, je m'en sers, non, ça fermente comme un rouge, quoi, et des pots de raisin avec les jus. Et donc, je me retrouve avec une réserve d'amer, de tension, et puis de longueur aussi supplémentaire, parce que les pots ont vraiment des choses à donner. Souvent, c'est des petits Manseng que je conduis comme ça, parce que les pots d'un petit Manseng, quand vous pressez votre petit Manseng, vous dites, mince, c'est dommage, il y a encore du fruit quand vous croquez la peau. Et c'est vraiment un cépage fabuleux, quoi, en fait. Et donc, je vais chercher encore une manière supplémentaire. Alors, évidemment, ça me met quelques degrés de coloration supplémentaire dans le vin. Alors, on me dit, par la bande, chez les c'est oxydé. Mais alors, je ne dis rien, parce que voilà, je veux bien le mystère aussi. Mais l'origine de ce mystère-là, c'est une part de peau dans la vinification, quoi. Voilà. D'accord. Mais il y a effectivement une tension et une énergie qui est magnifique dans je ne veux pas que ça se devine. Je ne veux pas que ça devienne un vin orange. Enfin, je vois si vous voulez. C'est vraiment un outil d'optimisation de raisin mûr, un outil, tout ce qu'il y a de plus naturel, puisque c'est comme une tisane, quoi, en fait. Et tout ce qu'il y a de plus naturel, et ça me plaît vraiment d'optimiser mes vins. On va retrouver ce principe-là sur le moelleux tout à l'heure, quoi, en fait.
Mm. Alors, en termes d'accord mets et vin, puisqu'on est en train de s'approcher de l'heure du dîner, ce vin, qu'est-ce que vous nous conseillez pour l'associer? On avait pensé à des viandes blanches, des poissons un peu snackés, pas trop de sauce crémeuse, quelque chose d'assez qui reste assez droit aussi. Qu'est-ce C'est ça. que Dans sa qu'est-ce jeunesse, qu'on- oui. C'est un vin qui a de vie, quoi. Hein. Dans Oui. sa jeunesse, c'est ça. C'est des noix de Saint-Jacques. Enfin, c'est des poissons snackés, des escalopes de volaille aussi. Donc, Mhm. ça le fait très bien. Puis, dans une deuxième partie de vie, quand il commencera, allez, je lâche le mot, à truffer, bon, c'est la Mhm. direction. C'est une des magies que nous offrent les Mancinq aussi au vieillissement. Là, on bascule carrément sur des chapons, sur des viandes blanches et sur une autre gastronomie, quoi, en fait. Mais ça, c'est au bout de 5-10 ans, quoi. C'est vraiment c'est une expérience sympa à mener, quoi. Et c'est un autre trait identitaire du vin. Là, aujourd'hui, sur la jeunesse, on le verra sur le 2018 tout à l'heure, on en devinera un petit peu la direction, mais donc voilà, et là, on change évidemment de planète gastronomique, quoi, en fait, bien sûr. Les fromages de chèvre, fromage aussi, bien sûr. D'accord. Ouais. Donc là, il y a une question, on parle bien d'un jurançon sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre. Enfin, pour les secs, c'est moins de 4 Ouais. grammes. C'est bien ça. Donc là, parce qu'il y a une petite sensation de douceur, mais c'est pas, Oui. il y a pas, ça reste quand même Oui, très, ouais, tout à fait. Il y a 2 grammes. Celui-là, si je me souviens bien, il a 2 grammes. Il est complètement sec en termes de sucre fermentescible, ça veut dire les glucoses et fructose. Donc les 2 grammes qui restent, qui sont perceptibles à l'analyse, c'est des sucres complexes infermentescibles, mais qui normalement n'ont pas la. Enfin, aussi, ils participent au côté sucrant, mais c'est comme tous les secs. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de sucre. D'accord. Fermentescible. Par contre, la sucrosité, c'est une notion différente. C'est bon, il y a 14% d'alcool, quoi. Donc, l'alcool, Oui. avant d'être brûlant, il est sucrant, quoi. Et puis, c'est des beaux raisins mûrs, quoi. Donc, il y a du glycérol. Ça participe à l'idée méridionale de ce vin, quoi, en fait. Même si la tension, l'acidité, les amers le renvoient plus vers l'idée septentrionale, quoi. C'est vraiment des vins. Voilà, c'est des vins à identité unique et je m'en réjouis, quoi. Et on se rapproche plus, on cousine plus. Bon, on a parlé de la Loire tout à l'heure, mais avec la Galice aussi, quoi, qui est aussi sur Oui. ces paradoxes-là, quoi. Mais c'est pas identitaire, l'Albarignon et puis il y a d'autres encore, mais aussi l'Atlantique, quoi, qui rafraîchit tout ça, quoi, qui rafraîchit énormément. L'été, le Béarn, si on regarde les mois de mai, juin, juillet, août, on est sur des zones de température qui sont voisines de La Rochelle, là où je suis, quoi. Donc, il fait moins chaud sur ces mois-là que Bordeaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Jurançon, on n'est pas sur des profils de vin rouge à très forte identité, très forte qualité, et qu'on n'arrive pas à mûrir le dernier coup de reine des tanins, contrairement à Irouléguy, qui est une poche de chaleur quasiment à la même latitude, quoi, et sur les Pyrénées aussi. Mais non, on est plus, on est sur des climats pas très froids l'hiver, ils ne gèlent pas. D'ailleurs, voilà, j'ai une grosse pensée pour mes collègues vignerons qui ont souffert et qui souffrent encore partout, sauf dans le Béarn parce qu'ils ne gèlent pas. Mais, et puis l'été, il ne fait pas très chaud non plus, quoi. Donc, Et puis par contre, c'est humide. vous avez cette particularité du faune, je ne sais pas comment, ce vent chaud C'est ça. qui vous épargne ça, hein, le gel. Ouais, non, c'est vraiment l'Atlantique, hein, la configuration de notre climat et les montagnes qui nous épargnent du gel. Et c'est pour ça que Ouais. nos cépages démarrent très très tôt. Je veux dire, c'est les premiers à démarrer, le petit Mancinq, là, avec 15 jours d'avance sur ceux du Bordelais, par exemple. Et puis, donc, quand il a gelé partout ailleurs sur des tiges qui faisaient 10 cm, nous, elles faisaient déjà 30, quoi. Et parce qu'il ne gèle pas. L'intelligence ancestrale n'a pas tenu cas du facteur gel, puisqu'il ne gèle pas. La dernière fois qu'il a gelé à Jurançon, que le vignoble a été salement touché, c'était, moi je ne l'ai pas connu professionnellement, c'était en 1977, quoi. Alors que les copains de Montlouis ont souffert de manière ravageuse 3 fois en 10 ans, quoi, ou 4 fois en 10 ans, quoi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences, quoi. Et puis c'est des cépages qui mûrissent très très tard, parce qu'il fait humide ici, hein. Ce matin, il y avait une rosée comme s'il avait plu, alors qu'il n'a pas plu de la nuit. Et c'est comme ça jusqu'à mi-juillet. Et donc, ça fait partie aussi de la particularité climatique. Le fun, on en parlera avec le moelleux, si vous permettez, D'accord. Angélique.
Ok, Ouais. Oui. ok, très bien. Une influence beaucoup plus directe sur le moelleux, quoi, en fait. D'accord, bon, on va peut-être, passer au deuxième vin. au deuxième, oui, effectivement. L'humidité dont vous parlez nous fait nous dire que nous qui sommes en région parisienne, on pourrait peut-être se mettre à faire du Jurançon parce qu'on est dans une humidité terrible depuis des mois et des mois. Effectivement. On a ce qu'il faut, c'est le petit Mancinq, alors, donc, si vous voulez. Alors, on va planter du petit Mansin. Tout à fait. C'est ça, ça sera la solution. Donc, le second, la Virada. Donc là, on est sur du 2018. Ouais. Et la Virada, ça veut dire la combe, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai cru voir passer sur le diaporama une photo de terrasse. La Virade, c'est un petit peu plus loin, ou un petit peu avant, je ne sais plus. La Virade, c'est quasiment les mêmes encépagements que la Pardaban. Pardaban, donc cuvée socle. Avec la Virade, on va un petit peu plus loin sur le volume, sur la beauté des gros Mancinq. Donc, il y a un tiers de petit, un tiers de gros Mancinq. Il y a du Camaralais, il y a du Corbu, donc deux cépages. Voilà. On n'était pas loin. Là, voilà, c'est parfait. La Virade, c'est quasiment exactement ce que vous avez en face, là. Sur la droite et en bas, là, c'est plein sud, c'est pour des moelleux. Et ce que vous avez en face, c'est plein est. Et donc, c'est surtout très protégé de l'humidité, des vents frais. On n'est pas un pays de vent, hein, mais bon, le moindre souffle de vent nous amène de l'humidité qui est derrière, vous voyez, derrière la cave, derrière le chai, côté ouest, là, derrière la photographie, quoi, en fait. Là, cette vue-là, elle est prise du plein est, quoi. Donc là, c'est la parcelle de la Virade, l'espèce d'espèce de petit chaudron, là, l'abri et donc qui nous offre de très très belles maturités et qui nous permettent justement de monter en Corbu et Camaralais sur cette cuvée-là. L'idée de cette cuvée, c'est de faire de la très grande garde. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage aussi dans l'élevage. Alors l'élevage est exactement le même. Là, c'est que du foudre, par contre, un peu plus réducteur, un peu moins d'oxygénation par rapport à la Pardaban. Pressurage direct, toujours pareil. Alors là, il n'y a pas d'infusion parce qu'il n'y en a vraiment pas besoin. C'est des raisins qui sont pressés une quinzaine d'heures, quoi. Et ils vont chercher justement la retention sur ce pressurage extrêmement long, quoi. Et donc voilà, vinification, élevage dans des foudres de manière très. C'est un sec aussi, il a 2 grammes de sucre résiduel, donc des sucres infermentescibles. Et il commence justement à être sur une trajectoire d'évolution qui nous intéresse vraiment, quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est un vin qui. Ouais, il n'est pas sorti du berceau, mais il a commencé à apprendre à marcher, mais allez, il commence à savoir tenir un ballon de rugby, on va dire ça comme ça, quoi. Alors, on remercie d'ailleurs Héloïse, qu'on va peut-être embaucher ici comme commerciale pour vous et pour nous, qui dit que 17 € pour un vin de cette qualité. J'imagine qu'Héloïse parlait peut-être du précédent. Oui, c'était le précédent, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Même s'il a un potentiel de garde, il est d'ores et déjà très buvable. C'est ça qui nous a beaucoup frappé tout à l'heure et perturbé et mis en retard. Oui. C'est qu'en fait, on n'avait pas du tout envie de les recracher, tous ces vins. C'est déjà absolument délicieux dans leur… Quand vous parlez de potentiel de garde, c'est-à-dire que ce vin-là qu'on déguste, par exemple, la Virada, combien de temps est-ce qu'on pourrait le garder en cave? Alors, c'est une cuvée qui est au point depuis une dizaine d'années seulement, mais au regard de ce que j'ai pu goûter en Mancinq depuis très très longtemps, je serais très 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 déçu qu'il se fragilise au bout de 30 ans, quoi, franchement. Et non, parce que c'est des raisins qui ont presque le potentiel de moelleux, que l'on goûte super bien là, en ce moment, qui ont été faits dans les années 70, quoi, 80. Donc, alors j'imagine qu'il y aurait parfois quelques millésimes un peu plus fragiles. On en a connu un moelleux en 97, 2002, donc qui glisse, quoi, voilà, qui dérape, qui glisse. Mais l'immense majorité de nos millésimes sont, d'une manière ou d'une autre, aptes à la garde. Alors, en partant vers le truffat ou en partant vers des fruits un peu plus mûrs, confits, fruits secs, mais ce sont des vins robustes, vraiment très robustes par rapport à les cépages, les vins, le rapport à l'oxygène, le fait que ce soit toujours élevé en contenant oxygénant, enfin, dont le bois, voilà, de manière très rigoureuse, toujours rouillé, enfin, je veux dire, avec très peu de soufre, du soufre à la mise. Bon, voilà, à la mise, je stabilise mes vins pour garantir l'homogénéité et puis voilà, donc un tout petit peu de soufre à la mise et donc voilà, mais c'est des vins qui sont super robustes, quoi. Donc j'ai pas assez de recul, malheureusement, pour vous dire. Là aussi, c'est encore qu'une promesse. On est entre nous. Mais franchement, vous aurez le droit de me le reprocher dans 15 ans s'il se passe quelque chose.
On vous téléphonera, mais je pense qu'on n'aura pas besoin, en fait. Oui. Déjà, et peut-être qu'il nous en restera plus, parce qu'on les aura bu aussi, on n'aura pas pu résister. Bon, je vous avoue que j'en garde un petit peu pour les gens qui passent ici, quoi, en fait. Pour les goûter, simplement. En tout cas, la robe, elle est à nouveau très brillante, je trouve. Un peu plus foncée, un peu plus dorée que la précédente. Mais ça a vraiment un jaune très intense. Alors, on a senti un premier nez en les goûtant tout à l'heure, un nez un peu pâtissier avec des arômes d'amandes douces qui ensuite laissent la place quand on le passe dans le verre, quand on le remue, à une autre catégorie, un bouquet à nouveau exotique, là, vers les fruits de la passion. Oui, exactement. Je trouve qu'il y a aussi des fruits jaunes, un côté un peu brugnon, abricot. C'est un nez qui est assez gourmand, hein, qui est très vif. Ouais, on est sur des fruits un peu plus mûrs que le précédent, en fait, c'est vrai. Oui. Bon, c'est dû au fait que c'est une petite sélection parcellaire, donc par ordre de grandeur, cette cuvée représente, je sais pas, 20% de la précédente en volume, donc c'est vraiment une sélection parcellaire, microclimatique pour le coup. Et l'intérêt derrière les fruits mûrs, qui le rendent, c'est vrai, gourmand maintenant, mais ce que j'en attends vraiment, c'est que ça pétrole, que ça truffe. On le sent vraiment, parce que je suis vraiment à l'affût et que j'adore ça. Et il y a enfin, très schématiquement trois cépages qui offrent cette magie au vieillissement. Alors on pense au Grand Riesling, bien sûr, au vieillissement. On pense au Grand Sauvignon, notamment du côté de Sancerre, fait à l'ancienne type Cota, où on a parfois de très très belles surprises aussi en entre-deux-mer sur des Sauvignons, pas d'entre-deux-mer, dans les graves. Dans les graves ou des Pessac léoniens dans des bouteilles qui ont une vingtaine d'années. Mais il y a aussi le petit Mansin qui est vraiment réputé pour ce côté pétrolé un petit peu truffant. Je vous avoue que j'en décèle un tout petit peu dans ce 2018 et c'est exactement cette direction-là que j'espère pour ce type de vin, quoi, en fait. Mais c'est vrai que la maturité de ce profil-là, c'est encore une promesse, c'est à 3, 4, 5 ans et ça va s'amplifiant, quoi. Voilà. Alors plus ou moins, en fonction du millésime, plus ou moins on est sur cette balance fruits mûrs, fruits secs et un peu safrané même parfois et puis le côté pétrolé, quoi, en fait. Ouais. Ce côté truffé, on peut le retrouver aussi. Moi, j'ai déjà vu aussi à Savenière sur certains chenins. C'est assez intéressant. Dans certains millésimes, on peut. C'est vrai qu'en bouche, il y a un côté, il y a une belle acidité. Je trouve qu'il est assez ample. Et en fin de bouche, on retrouve un côté un peu résineux qui peut peut-être être lié à ce que vous dites. C'est ça. Ouais. On est dans cette transition-là. Hein. On vient de passer de. Bon, d'ailleurs, parfois, il y a un tout petit creux. Là, il est passé outre, il est passé par-dessus. Il l'a mis derrière lui, ce 2018. Mais entre le registre fruits, je ne dis pas variétal, parce que c'est pas du variétal pour du variétal du tout, mais c'est vrai que le côté agrume, voilà, un peu plus frais là, du Pardaban, un peu plus jeune, voilà. Il y a cet effet de bascule et il est en train de le mettre derrière lui, là. C'est ce millésime 2018, quoi. Et puis en fin de bouche, on sent des épices. Il est légèrement poivré, en fait. Il y a quelque chose qui est extrêmement rafraîchissant aussi avec cette amertume. Et pourtant, il y a de la puissance. Hein. On sent qu'il est. Il a combien de degrés lui aussi? Il est aussi à 14 ou... Ah ben oui, non, c'est des vins puissants, c'est des vins riches. Hein. Nos blancs secs sont des vins riches. Ils sont faits avec des raisins mûrs. Et quand nos raisins sont mûrs, on peut se permettre justement ces percolations de jus dans les rafles, on peut se permettre aussi ce rapport à l'oxygène, cette vie un peu maîtrisée, attention, mais encadrée dans nos barriques, ces fermentations indigènes, enfin. Mais c'est des raisins mûrs, donc qui dit raisins mûrs avec nos cépages, c'est forcément des 14,5, quoi. Celui-là, il est lié. Alors on le sent un peu moins sucrant que le précédent parce qu'il y a une 2018, c'est un millésime un peu plus tendu aussi, un peu plus frais, quoi. C'est pour ça qu'on a ce côté un peu poivré en fin de bouche, quoi. Et là, par contre, il n'y a pas de. Comme le lot est un peu plus modeste, que je ne peux pas prendre de risque non plus à
à déstabiliser l'équilibre. Pour aller chercher les amers, je passe par un pressurage extra long. Encore faut-il, et c'est la clé, c'est vraiment la clé, que mes raisins soient parfaitement mûrs, sains, pas une graine de moisi, enfin, c'est le cas. Enfin, il n'y a pas une graine de moisi qui rentre dans la cave. D'ailleurs, il n'y a pas de prise ici. Il n'y a pas de prise pour le moisi, puisque nos petits grains, avec nos méthodes culturales, en bio, on a des pots qui sont imputrescibles et qui résistent à tout, quoi. C'est franchement bien fait, comme partout, je veux dire, mais encore plus dans le Béarn, avec notre climat particulier, nos raisins qui n'arrivent pas à moisir, quoi, qui n'arrivent pas à moisir. Donc, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, peut-être il faudrait qu'on bascule. Oui, on va avancer. Je suis très bavard, je suis confus, je suis vraiment très bavard. C'est merveilleux, c'est passionnant. Mais d'ailleurs, vous êtes connu, et c'est aussi pour ça que vous avez eu votre 3e étoile dans le guide de la RVF, parce que vous prêtez un soin très particulier, justement, au suivi tant du vignoble que des installations. Donc, effectivement, il n'y a pas de place, comme vous dites, pour la moisissure, manifestement. Juste pour continuer sur les accords mets et vins sur cette cuvée, c'est vrai que là, on sent qu'il y a quelque chose qui est plus velouté, qui est plus ample. On n'arrête pas de parler de truffes, donc on a assez envie d'une volaille truffée, en fait, hein, avec ce vin, quelque chose un peu plus crémeux, un peu plus riche peut-être pour l'accompagner. Il est vraiment taillé pour ça. Et d'ailleurs, tout le monde est dithyrambique, hein. C'est juste magnifique, dit Mathieu. On sent effectivement le début de la truffe. Très joli commentaire d'Héloïse aussi. Frais exotique, puissant, rafraîchissant, épicé, joli amer, belle longueur, côté truffeux. Alors, on demande une vendange en grappe entière. Donc, si vous pouvez nous redire un petit peu, vous l'avez évoqué. Et puis, on va passer au 3e vin, effectivement, parce que malheureusement, le temps nous rattrape. Oui, non, vendange à la grappe entière, c'est d'une simplicité biblique. Justement, l'épure des vinifications, l'épure d'aller chercher cette vérité du terroir, c'est aussi des vinifications les plus simples qui soient. Donc, on coupe la grappe à la vigne, on l'amène au pressoir de la manière la plus douce possible, on la met dans le pressoir sans qu'un seul grain ait été choqué. La grappe est entière, voilà, on n'a pas touché à la grappe, on n'a pas éraflé en fait. Et là-dessus, on applique un pressoir pneumatique avec des programmes enfin, je connais mes raisins par cœur, je connais mes programmes par cœur, je les adapte aussi en fonction du millésime. Et donc, l'idée, c'est de presser tout ça tout doucement, sans aucune trituration, quoi. Voilà. Et avec l'idée aussi que ces jus de raisins mûrs et tout ce que ça suppose, de raisins aboutis, de maturité de rafle aboutie aussi, que ces jus percolent, circulent d'une peau à la rafle avant de s'extraire du pressoir et de tomber dans son bac à l'air libre dessous, quoi. Voilà. Donc la grappe entière, voilà ce que ça veut dire, que la grappe n'est pas éraflée, pas triturée, elle va directement au pressoir. Et puis de ce jus, il est amené directement. Alors j'ai pas de cave en gravité, j'en aurai jamais, c'est trop tard maintenant. Mais avec la pompe la plus douce qui soit, le plus lentement qui soit, c'est amené en cuve avec le plus grand respect qui soit pour cette matière, quoi. La matière, pour ce jus, quoi. Cette matière, voilà, cette belle matière première. Enfin, première, non, élaborée, puisque voilà, c'est une question. Est-ce que c'est une matière première ou est-ce que c'est une matière élaborée? Alors, on va passer au vin moelleux maintenant. Hein. Exactement. Voilà. Donc, le Capséo, on prononce comme ça, j'ai peur de faire une erreur. Capséo? Non, vous ne faites pas d'erreur. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le... C'est pas tout à fait comme ça qu'on le prononce ici, mais rassurez-vous, personne ne fait d'erreur. Alors, je vous laisse le dire. Donc, Capséo, ouais. Voilà. C'est avec un U qui est... C'est des noms en béarnais. Vous savez, on a une langue ici qui est une langue voilà, qui est la nôtre, qui est une famille de l'occitan, mais qui a forte identité aussi. Et voilà, qui est au croisement du catalan, de l'espagnol, du français quand on l'entend de l'extérieur, mais qui est la nôtre et puis qui fait qu'elle est au milieu de beaucoup de choses, quoi. Donc, mais c'est une langue très très ouverte et puis j'ai la chance aussi de pouvoir l'utiliser pour désigner mes cuvées en fonction de la réalité donc Capséo, c'est le haut de la colline, quoi. Voilà, le haut de la colline où les raisins, les petits mansins prennent le fun, justement. On revient au fun, à cet effet. Le fun, alors il n'a rien de béarnais, c'est un effet climatique. Enfin, si, le nôtre est béarnais, mais le nom fun est un effet climatique du monsieur Fun, sûrement, qui a sûrement mis en équation cet effet climatique, compression des vents froids qui montent d'Espagne, côté aragonais, qui se compressent sur les sommets des 3000 Pyrénéens, donc qui sont
à portée de main, de bras, là, devant nous. Et en dévalant les pentes côté nord, donc de notre côté, ils se tiédissent. C'est comme un compresseur de réfrigérateur. On retrouve exactement le même effet avec la petite Arvine dans le Valais, en Suisse. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, on pourrait parler de cousinage entre le petit Mancinque et la petite Arvine, avec des équilibres à peu près pareils, avec des passerillages, quoi. Et donc, ces vents chauds, c'est assez spectaculaire et on peut se retrouver, enfin, on se retrouve parce que c'est une réalité, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Une semaine, c'est exceptionnel, c'est arrivé une fois, c'était le plus grand millésime de liquoreux que j'ai pu faire en 2005, quoi. Et jour et nuit, il fait 25 degrés avec un petit courant d'air tiède, là, et on est en novembre. Alors, ça peut arriver en décembre, ça peut arriver en janvier et en février, au grand désespoir de nos petites stations de ski. Et, il peut se retrouver de la veille au lendemain avec 2 mètres d'enneigement, quasiment plus rien en 3 jours. Et c'est vraiment très spectaculaire, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve ici, on est aussi un endroit, un gisement de salaisons sèches, de jambon, de porc noir de Bigorre, de côté basque aussi. Mais même si l'effet de fun est un peu moins prononcé là-bas, les montagnes sont moins hautes, de saucissons, voilà. Donc c'est aussi et de petits Mancinque, avec ce pouvoir de flétrissement, tel qu'on le voit sur ces excellentes photos, qui sont du point de vue pédagogie parfaite, à mon avis. Et on peut accélérer le processus avec une petite manip, là, que vous le voyez sur la partie droite de la diapo. Les grappes sont coupées début novembre, elles sont suspendues sur les fils de palissage. Et elles peuvent rester comme ça 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Elles résistent à la pluie, ça moisit même pas. Ce que vous voyez, il n'y a pas une graine de moisi là-dedans. C'est juste l'effet du passeurillage, concentration des sucres, flétrissement. Alors on perd du jus, bien sûr, mais on gagne en complexité de manière magnifique et magique. On monte en intensité x2, x3, x4 quand on prend ces couleurs violacées. Là, c'est le Graal du passeurillage. Vraiment, ça a dû être pris. Ces photos doivent dater de 2005. Et on peut en avoir ponctuellement comme ça, mais pas de manière aussi régulière. Et là, c'est le Graal vraiment du passeurillage où tous les grains sont violets, confits, rôtis. Et là, voilà. C'est le... Mais alors, du coup, vous avez des tout petits rendements avec ça, parce que... Ouais. Après, les petits Mancinques, c'est pas des gros rendements. Déjà, c'est 25-30 hecto-hectares quand c'est mûr, notamment pour les blancs secs. Et là, on doit être, oui, entre 15 et 20, quoi. Et c'est entre 15 et 20, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, on n'a rien sans rien. Oui, 15 hectos, en plus avec des terrasses, avec des densités faibles, on ne raisonne même plus à l'hectare, on raisonne au pied de vigne et on raisonne avec la cuvée finale au bout, quoi. Parce qu'il peut y avoir plusieurs lots aussi. J'ai 5 lots éligibles à Capseu, quand tout va très très bien, sur des années chaudes. Et après, il y a un lot à l'ouest, il y a plusieurs lots au sud, des lots sur des vieilles vignes, des lots sur des jeunes vignes, mais plein sud, enfin bon. Et donc, je peux avoir des années un peu fraîches où je ne retiens qu'un lot sur les 5, comme 2013. Mais généralement, j'en retiens 4 sur 5, quoi. Voilà. Avec le Grand Chelem, c'est les années chaudes, 2005, 2009, voilà. Parce que pour faire des vins comme ce qu'on a, alors c'est pas des ultra concentrations, hein, ce que vous allez goûter là, c'est du 80 grammes de sucre résiduel. Je suis passé par le championnat des super sucres dans les années, j'ai tout fait de toute façon, comme tout le monde, donc, dans les années 90. Mais je me suis dit aussi, avec la maturité venant, avec les conceptions sur le vin venant, que boire des sucres, c'est surtout boire de l'équilibre, c'est boire du fruit, boire de l'expression. Et donc, je suis redescendu à mes 80-90 grammes de sucre résiduel. Je peux avoir des pointes à 100 si vous voulez, mais c'est accidentel et sur des millésimes chauds. Mais ça ne se voit pas. Parce que derrière, je prends soin de retendre tout ça. Je construis mes équilibres par rapport à l'acidité. Et puis, je vous ai parlé d'infusion sur les blancs secs tout à l'heure. Par contre, sur Capseu, j'en fais depuis très longtemps. Et là, j'ai un certain recul. Donc, une année comme ce qu'on goûte là en 2019, c'est la moitié qui a été vinifiée avec les pots pendant 1 semaine. Donc, je vais beaucoup plus loin parce que le sucre m'équilibre les amers, quoi. Et donc, j'ai la réputation d'avoir des amers dans des vins moelleux, liquoreux, dans une certaine mesure, bien sûr. Tout est question d'équilibre. Et je crois que c'est une manière de rebondir dans la consommation et dans l'intérêt que l'on peut mettre sur des vins à sucre résiduel, quoi. Donc, voilà. Donc là, c'est récolté fin novembre, parce qu'il faut le temps du passeurillage. Les blancs secs sont récoltés dans la deuxième partie d'octobre. On a oublié de le dire tout à l'heure, mais nos cépages démarrent très tôt, mais finissent très très tard. La règle des 100 jours par rapport à la floraison ne compte pas chez nous. C'est 130, 140, 150 jours. On est dans une autre planète. Et on mûrit physiologiquement. Nos blancs secs sont récoltés dans la deuxième partie
de octobre et nos moelleux forcément en novembre, quoi. Donc paradoxalement, les mois où il faut venir nous voir, où on est les plus disponibles, détendus et heureux de l'être, c'est en septembre quand tous les autres vendangent, quoi. Donc c'est pour ça. D'accord. Mais alors, il y a aussi des vendanges tardives à Jurançon. Ouais. Alors ça, c'est une récolte encore plus tardive que novembre? Non, c'est ma récolte de novembre. C'est mon vin, c'est ma cuvée socle à moelleux. C'est ce qu'on sait Oui. faire à Caminaredia à moelleux, avec du petit Mansin, avec les équilibres souhaités, justement. Donc on retrouve tout dans ce 2019. Trop jeune, bien sûr, mais j'ai que ça à faire goûter en ce moment. Mais on a vraiment la construction de ce que je souhaite, moi, dans mes jolis sucres. Et donc, des vendanges plus tardives, j'en ai eu fait par le passé, en décembre, ou alors sur des tout petits lots à super concentration. C'est sûrement sympa, je pourrais vous en faire goûter si vous passez au domaine, très volontiers. Il me reste des bouteilles, plus que pour la dégustation d'ailleurs, et pour l'exemple. Mais j'ai préféré revenir avec un peu plus de fraîcheur, quoi. Mais c'est en novembre, c'est vraiment en novembre. Alors j'ai des collègues qui poussent le raisonnement beaucoup plus loin. On connaît les vins du domaine coapé de mon copain Henri Ramonteux qui est sur des cuvées plus maximales en janvier, ainsi de suite, et absolu, et qui continue un petit peu sur ce créneau-là, sur des tout petits lots. C'est le potentiel des petits Mansin. Il le peut vraiment. Il peut aller sur ce terrain-là aussi. Il peut aller rivaliser avec les super sucres. Mais sur mon petit domaine, à forte identité, et puis là, voilà, avec les convictions venant aussi. Voilà ce que je propose à Caminaredia, et puis l'intérêt va aussi grandissant avec un petit peu de garde, quoi. Voilà. On passe à la dégustation. Oui. C'est vrai que la robe, elle est vraiment dorée, c'est magnifique. Très lumineuse, oui. Très lumineuse, oui. Alors l'oxygénation, là, depuis 1 heure, vous voyez, le fait d'être bavard, ça a du bon aussi pour ce vin-là, parce qu'il a pris pas mal d'étoffe par rapport à ce que j'ai goûté au débouché de la bouteille tout à l'heure, quoi. Donc on retrouve les marqueurs d'équilibre, quoi. Voilà, sucre, acidité, les amers, tout est en place. Tout est en place pour une construction allant s'affinant, s'équilibrant vers la délicatesse, quoi, et la complexification. Et le côté truffant aussi, puisque sur des surmaturités, on s'aperçoit que c'est un facteur qui est un peu plus fréquent, quoi. Il y a un parfum extraordinaire, et c'est vrai qu'il y a ce côté zeste confit, fruits confits, et puis en même temps, il y a cette amertume. On parlait de fenouil, de rhubarbe, presque de plantes médicinales, quelque chose qui venait vraiment apporter énormément de fraîcheur à ce nez, de complexité aussi, hein. Oui. Le fait de macérer les peaux m'amène aussi à faire, en dehors de densifier aussi à la fois le vin et la couleur, mais me permet d'extraire de la complexité sans monter trop en sucre. Voilà, c'est pour ça, c'est un facteur d'équilibre dans ce sens-là aussi. Et ça nous renvoie aussi vers ce côté un peu végétal, un peu noble, épicé aussi, qu'on n'aurait pas avec des pressurages intégralement et directs, quoi, en fait. C'est un facteur de complexification qui est super intéressant, quoi. Et puis le principe, je me répète encore, le fait d'infuser comme des pots de raisin avec leur jus et de complexifier de la sorte, c'est de manière la plus naturelle qui soit, ça me plaît bien. Il a un caractère vraiment aérien, ce vin moelleux. Enfin, il n'y a aucune lourdeur, hein, il n'y a aucune pesanteur dans ce vin. Oui, complètement, parce que je trouve qu'en début de bouche, on a le côté quand même sucré, la sucrosité, mais en fin de bouche, on est beaucoup plus sur la minéralité, sur un côté un peu terrien aussi, un peu, on retrouve encore un peu de truffe, je trouve, quelque chose comme ça. C'est vraiment très agréable, aucune lourdeur, effectivement. Voilà, c'est très prometteur du point de vue de la garde. Ouais, c'est 2019. C'est un millésime assez solaire, donc j'y suis allé à cœur joie là, sur mes équilibres, et puis sur mes vinifs avec les pots. Et je crois on sera récompensé assez rapidement, quoi. Tout est en place.
ça me réjouit aussi, quoi, en fait. Ouais. Voilà. En termes d'accord, mets et vin sur ce vin, qu'est-ce que vous... C'est presque un vin qui, comme on aime le dire chez Ideal Wine, un vin de méditation qui peut être apprécié pour lui-même, hein, tout seul. Tellement il y a cette belle complexité qui tapisse le palais. Qu'est-ce qu'on avait proposé comme Mais c'est vrai que bien sûr, on a l'habitude de proposer des desserts, mais il y a un côté aussi presque avec un fromage, ça serait assez intéressant aussi, je pense, en termes d'accord. Un bleu, fourme d'Ambert, ou il y avoir, ou des bleus des Pyrénées d'ailleurs, parce qu'il y a magnifiques. C'est exactement ça. Je saute sur l'idée du fromage. Enfin, vous me l'enlevez de la bouche parce que on a un fromage qui est fabuleux ici dans le Béarn, mais ne voyez aucun chauvinisme. Je suis tout simplement d'une froideur d'analyse et objectif comme c'est pas possible. On a le brebis au lait cru d'Estive, qui est une particularité. Enfin, le Béarnais, la montagne béarnaise est une montagne qui est occupée par les bergers transhumants l'été, qui tirent le lait en haut, qui gardent leurs brebis, qui habitent sur place dans des cabanes qui maintenant sont un peu plus confortables pour pouvoir accueillir les familles et qui font un fromage d'une subtilité, moi, qui m'émeut. Voilà, ça m'émeut tout simplement. Mais franchement, alors vous allez dire, c'est Béarnais, tout ça, il est indécrottable. Eh bien, vous ne m'enlèverez pas l'émotion que me procure un fromage au lait cru d'Estive, pas trop affiné, 6 mois. Alors, pour en trouver, je suis sûr que vos meilleurs crémiers pourront vous en proposer parce que c'est des fromages rares, mais qui sont prisés des initiés, des amateurs. Ou alors, on venait dans le Béarn et moi, j'ai des adresses. J'ai des adresses parce que... On a très envie de venir. Mais de toute façon, les accords locaux fonctionnent souvent bien. Oui, c'est ça. Et franchement, en tout objectif, vous n'allez pas me croire, mais en toute objectivité, c'est le cas. Ça match comme c'est pas possible. Vous coupez des petites tranches fines, là, les plus fines possibles, parce qu'elles sont hyper aromatiques, des fromages au lait cru dans le plan là, de la coupe. Et puis avec un Jurançon, il n'y a rien de mieux. Jurançon plutôt jeune, tel qu'il est là maintenant. Voilà. On approche du repas et ça donne vraiment envie. Et en termes de garde pour celui-ci, là on est parti pour des années. Non, voilà, je reviens à ce que je disais au départ, quoi. Des vins robustes pour la garde et puis truffants au vieillissement, quoi. Et donc là aussi il y a toute la sphère des volailles, des sucrés salés aussi qui s'invitent au vieillissement, quoi. Il y a une personne qui proposait un accord avec de la cuisine asiatique, effectivement. Ouais, tout à fait, exactement. Si je peux me permettre, j'ai vu passer une question sur, je viens de découvrir la discussion, hein, sur la cuvée Iranja. Enfin, oui. on dit Iranja ici, mais j'accepte Iranja, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, on n'est pas bilingue béarnais, nous. Hein, donc non, mais vous êtes citoyen du monde et je le suis aussi, donc il n'y a pas de souci, quoi. On n'est pas dogmatique. Donc, la cuvée Iranja, puisque le J se prononce I. Et en fait, c'est l'extrapolation de cette cuvée Capseo. En fait, sur ma partie macérée de ma cuvée Capseo, j'extrais en demi-nuit donc de raisins passeuriers, de petits mancins, avec ses peaux parfaites, sans moisissure, d'une qualité sanitaire parfaite. Et donc, je vinifie tout simplement avec ces peaux, je laisse avec les peaux pendant plusieurs mois, quoi. Donc là, j'ai encore le 2020 qui est avec ses peaux, donc je vais pouvoir le sortir là maintenant, je pense. Il faudra que ce soit élevé encore un petit peu en barrique, que ce soit oxygéné. Alors là, pour le coup, on extrait des amers. Donc, les amers sont civilisés un tout petit peu par un élevage en barrique bordelaise pendant 1 an, 2 ans. Je n'ai pas mis mes 18 en bouteille encore. Ils le seront en septembre. Il y aura un petit peu moins de sucre résiduel que d'habitude. La fermentation est naturelle. C'est un vin naturel. Donc il est autostable avec des tanins, puisque les alcools sont montés. C'est le vin qui font 16. C'est le même vin que ce que vous avez dans le verre, mais avec une fermentation qui est allée plus loin, qui est à 16,5, avec moins de sucre résiduel, et puis surtout avec des pots dedans, quoi. Donc on a résolument là, ce que je ne veux pas faire avec mes vinifs partiels avec des pots sur des vins comme celui-ci, comme Capseo, je me l'autorise, et puis c'est le but aussi sur l'Iragne, où là pour le coup c'est un vin orange, quoi. Mais il y a très peu de bouteilles,
Il y a 600 bouteilles à chaque lot. J'en fais pas tous les ans parce que ça dépend aussi de la qualité de mes pots de réserve, la qualité, le profil de l'année. Je commence à avoir un petit peu de recul, donc je m'abstiens quand l'année est un petit peu plus fraîche parce que les tanins et les amers du vin orange virent à une austérité qui est pas très sympa, quoi. Donc je m'abstiens, quoi. Là, il y aura les 18 en bouteille en septembre. Et puis, il y aura des verres en bouteille, je sais pas, dans un an et demi, quoi. Voilà. On espère avoir droit à quelques bouteilles ici, alors, chez Ideal Wine. Celui qui le demandera en septembre-octobre, il y en aura. Après, c'est pas sûr. Il faudra être là. Il faudra être là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous en aurez. En Vous tout cas, estime trop et vous faites un très beau travail. D'ailleurs, preuve année, je vous félicite d'ailleurs pour animer le vignoble français avec ces séances de webinaires là, qui sont une belle originalité. Puis, je m'en réjouis. On est tous très, très heureux parce que tout le monde ne connaissait pas bien votre domaine ou pas du tout, peut-être. Hein. C'est vraiment, pour certains, manifestement, une très belle découverte avec ces vins qu'on peut retrouver donc, sur Ideal Wine. On est très heureux de vous avoir en domaine partenaire parce que au début, on m'avait dit « Ah, mais c'est très difficile, c'est une petite production, etc. » Donc, on a été très honorés que vous nous rejoigniez et vraiment très heureux de pouvoir faire découvrir vos magnifiques vins au plus grand nombre. Donc, un grand merci. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions que vous souhaitez poser les uns ou les autres. On a dépassé, on a atteint notre heure de dégustation. Mais voilà, donc si vous voulez nous quitter, on sera bien triste. Mais voilà, vous pouvez évidemment vous déconnecter. Si vous avez encore quelques questions pour Jean-Marc, n'hésitez pas à les poser. Ou des réactions. Oui, des réactions. En tout cas, moi, je me permets de faire ma petite page de pub parce qu'effectivement, le 24 juin prochain, il y aura une prochaine masterclass avec le château Smith au Lafitte. Donc, on vous attend nombreux. Les coffrets ne sont pas encore disponibles sur Ideal Wine, sur le site, mais n'attendez, ça sera disponible la semaine prochaine. Donc, soyez bien patient et la semaine prochaine, vous pourrez commander votre coffret pour la prochaine dégustation. On vous emmène à Bordeaux cette fois-ci. Pas très loin, mais… Voilà. Apparemment, toutes les questions ont été posées. Vous avez été très clair. Que des félicitations, Jean-Marc. Écoutez, moi, le plaisir est vraiment très sincèrement partagé parce que voilà, et puis ça m'émeut aussi que des personnes se penchent sur notre petit Béarn, sur nos vins. C'est la preuve aussi qu'ils ont sûrement une contenance et un sens identitaire qui me réjouit aussi. Moi, des choses aussi simples et aussi naturelles me réjouissent vraiment et puis me ravissent dans ce métier, quoi. Vraiment, c'est pour ça, quoi. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. On vous souhaite un très beau millésime 2021. J'espère qu'il s'annonce bien pour vous. Et qu'on va pouvoir continuer à goûter vos vins et découvrir toutes ces merveilles. Et puis, on va peut-être essayer aussi de les faire patienter pour voir comment ils évoluent parce que on a bien envie de les voir truffés. Hein. Exactement. C'est le cas. Non, mais passez chez moi, je peux déboucher les bouteilles. On va tous venir. On va pas faire... tous parce qu'autrement, je n'aurai plus, quoi. Mais voilà. Bon, un grand merci à tous. Très bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Jean-Marc, encore un immense merci aussi à vous. Ce fut un grand bonheur de passer cette heure avec vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.